Retour en studio, vous suivez l'émission Politiki sur Def News TV. En seconde partie de notre émission d'aujourd'hui, nous allons aborder toujours sous le thème de la jeunesse et des élections présidentielles en Côte d'Ivoire 2015, les sous-thèmes de la santé et de la société. J'ai le plaisir de recevoir pour cette seconde partie avec mes invités principaux que sont Guèye Sebo Olivier, président du RJDP, à savoir le Rassemblement des jeunes oufouettistes, et M. Modeste Zan, qui est panafricaniste, qui est juriste de formation et qui se présente aussi comme étant un médiateur social. Et avec nous, M. Donatien Robé, économiste, enfin spécialiste dans tout ce qui touche à l'assurance maladie et qui aura l'occasion justement d'avoir un regard critique sur le bilan de santé et tout ce que nous allons dire au niveau de la santé et la politique sanitaire en Côte d'Ivoire. D'entrée de jeu pour cette deuxième partie, je voulais demander à M. Guèye Sebo Olivier, vous qui défendez le bilan du président Ouattara ou du candidat Ouattara, est-ce qu'on peut savoir son bilan en termes de santé? Le bilan de Ouattara, 5 ans après qu'il soit arrivé à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de santé? Est-ce qu'il y a évolution, ou il y a stagnation, ou il y a régression? D'accord, merci. Ben, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, la santé est un bien-être que tous les Ivoiriens ont droit. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le gouvernement a rendu possible l'accès à la santé. Vous voyez? Je vais vous donner en fait des chiffres. En fait, il y a 44% en 2010. On avait 44%. Et nous sommes passés à 65% en 2014. Ce qui montre l'accessibilité au niveau géographique pour permettre à monsieur tout le monde de se déplacer pour aller se soigner, ce qui n'était pas avant, vous comprenez? Mais comment est-ce que le gouvernement a pu avoir ces chiffres? C'est simple, déjà en commençant par la rénovation des centres, des hôpitaux, et en les rééquipant et en les remettant aux normes. C'est très important ça, en les remettant aux normes. La construction des infrastructures sanitaires, tout ça, ça englobe tout ça, vous comprenez? Et il y a aussi quoi? Il y a aussi 10 hôpitaux de centres de santé. Ils ont créé aussi l'hôpital général d'Angré. Vous voyez? Un centre de télémédecine au Chat Sud du Yopougon, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc tout ça veut dire que voilà, le bilan en termes de santé du candidat Ouattara du président Ouattara est largement suffisant? Est-ce que vous pensez on a d'autres est-ce que les Ivoiriens, vous avez peut-être d'autres chiffres à donner, mais est-ce que vous pensez que après un premier mandat, puisque le président Ouattara est candidat à sa propre succession et qu'il demande justement le suffrage universel pour être élu, est-ce que ce bilan-là parle de lui-même, parle en sa faveur? Exactement. Pour toute personne qui est honnête, ou pour toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, ils voient bien, ils ont vu, et ils voient l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. Mais il est dit que des personnes ne peuvent pas avoir accès à la santé ou bien aux hôpitaux et que là-bas, il faille payer d'abord avant de recevoir les soins. Si on s'en tient à ce qui est rapporté, à ce qui est dit un peu de par nos confrères et autres, il se trouve que tous les Ivoiriens n'ont pas accès, ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne la santé. Et que les soins gratuits, ce n'était pas véritablement gratuit. Et que pour même un paquet de Doliprane et autres, des personnes étaient susceptibles de mourir. Vous savez, le terme soins gratuits ne me plaît pas tellement parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. C'est forcément quelqu'un d'autre qui paye. Vous voyez? Et en fait, en cela, le gouvernement, justement, pour pallier
à ça, a mis en place le système de CMU, dont il subventionne 65%. Et politique, nous politiques, on dit quoi? On dit si un Ivoirien participe de 1000 francs par personne, ben, la santé, tout le monde pourra se soigner en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que ça, en fait, il faut encore de la volonté du peuple d'accepter encore cette évolution-là. D'accord. Les soins ne sont pas gratuits, mais il y a toujours quelqu'un qui paye, comme le gouvernement qui subventionne 65%. D'accord. Modeste Zan, je viens à vous. Le bilan de santé en ce qui concerne la première mandature de Ouattara, selon les propos de Guèye Sebo, est positif. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je ne sais pas s'il a dit c'est positif. Oui, j'ai dit c'est positif. D'accord. Vous savez, c'est tellement difficile de continuer ce débat, en fait. On a l'impression que on parle d'un autre pays. On a l'impression qu'on est dans d'autres réalités. Mais pourtant, il a annoncé un certain nombre d'éléments, des hôpitaux qui sont créés, des centres de santé. Est-ce que vous, tout ce qu'il vient d'énumérer, pour vous, c'est du concret ou c'est pas solide? Vous savez, et ça je le dis toujours, lorsque on parle d'un pays, on ne peut pas parler que d'une ville. Lorsqu'on parle d'un pays, on ne peut pas parler que d'une région. Lorsqu'on parle de la santé en Côte d'Ivoire, on parle de la santé sur toute l'étendue du territoire national, on est d'accord ou pas? Oui, mais apparemment, c'est ce qu'il vient d'énumérer. On n'a pas eu les détails et tout, zone par zone. Bref, je vais vous dire simplement, ok? 44% il a cité, 63% il a cité, 65% c'est au niveau du financement de la CMU, sinon 63% après les 40%. Bref, des chiffres, on dit, sur par exemple tel nombre de centres hospitaliers qu'on avait avant d'être arrivé au pouvoir, voilà ce qu'on a rénové, voilà le nombre qu'on a rénové. Les centres d'imagerie, voilà par exemple ce qu'on a créé. Des laboratoires médicaux, voilà ce qu'on a créé. Moi, quand je parle toujours en termes de ruralité. Moi, je viens d'une région, je viens d'un village. Et je vous dis et je vous le redis, allez-y un peu à l'ouest, ok? Ou lorsque des gens sont dans un village où ils ont mal, le temps de les transporter dans le CHU ou le CHR, les gens, ils meurent avant d'y arriver. On a des drames ici que tous les Ivoiriens connaissent. La jeune fille Fadiga, on sait ce qui lui est arrivé. On a des vidéos où des gens qui sont dans les couloirs de l'hôpital rendent l'âme parce que simplement les médecins ne veulent pas les toucher sans qu'ils aient déboursé un certain nombre de sommes. Frère, la santé, l'éducation, et comme je dis, tous ces thèmes-là qui sont importants pour les Ivoiriens sont des thèmes tant qu'on n'aura pas de volonté politique. Et quand je parle de volonté politique, je vous dis, l'aspect qu'il faut soulever, c'est la corruption. La corruption en Côte d'Ivoire, tant qu'on n'aura pas des aspects de sanctions, tant qu'on n'aura pas ces médecins-là qui vont travailler parce qu'ils aiment un métier, parce que c'est une vocation, parce qu'ils sont dévoués pour leur peuple. Prenez simplement la révolution au Burkina Faso. Dès que vous voyez la révolution au Burkina Faso, vous avez un collectif de médecins, vous avez des Burkinabés qui viennent donner leur sang pour les éventuels blessés et tout par rapport à leur révolution. C'est ça qui nous manque en Côte d'Ivoire. Des médecins qui ne veulent pas vous consulter parce que simplement vous n'avez pas des sous à débourser. Des femmes qui, on va dire au sommet même de la gestation, qui vont donner vie à un enfant, qui sont maltraités sur les lits d'hôpitaux. Moi, j'ai déjà suivi comment est-ce que les les sages-femmes traitent les femmes enceintes. Ce n'est pas nous qui vous avons enceinté et que ça, ce n'est pas notre problème. Soit vous poussez. Je veux dire que simplement. proposent les autres candidats pour que vous puissiez brocader justement le bilan de moi, j'aurais été candidat. J'aurais été candidat, moi. Parce que les autres candidats, comme je vous dis, en Côte d'Ivoire, ce que la jeunesse ivoirienne doit savoir, c'est que beaucoup de leurs problèmes ne sont pas pris en compte.
Il y a des thématiques qui sont très simples. Aujourd'hui, vous allez me dire encore que je parle de la France et tout, mais je vis en France, donc par moment, je suis obligé de créer la passerelle. Ne serait-ce qu'une formation de secouriste, ça peut sauver des vies. D'accord. Voilà, ne serait-ce qu'une formation de secouriste. Avant de soigner quelqu'un dans un hôpital, ça suppose qu'il faut le transporter. Quelles sont les structures pour transporter la personne si la personne a un malaise? Au jour d'aujourd'hui, les seuls endroits où nous avons par exemple des casernes de sapeurs-pompiers, et encore s'ils ont des véhicules, c'est Abidjan, Yamoussoukro, des endroits où il y a des aéroports. Comment on fait lorsque les gens tombent malades dans un village? Comment on fait pour que de nos jours, en 2015, un certain nombre d'Ivoiriens meurent parce qu'ils n'ont pas de paracétamol? Quand on voit... Prenez le Haut Conseil des laboratoires, ceux qui contrôlent par exemple les effets néfastes d'un certain nombre de médicaments en France. Des médicaments comme le Finidol ont été détectés aux États-Unis en 2002 comme étant des médicaments qui ont des séquelles, ont été retirés des marchés français, mais jusqu'à aujourd'hui, on vous vend encore des paracétamol comme ça et tout en Côte d'Ivoire. Ça vous dit comment est-ce qu'on a une porosité. Ça vous dit comment est-ce qu'à un moment donné, on a des députés qui sont incapables même de légiférer si tout ce qui s'est fait de façon néfaste sur des problèmes qui peuvent engendrer la mort des Ivoiriens. D'accord. Voilà. Donc, que dites-vous aux candidats justement aux élections présidentielles? Moi, je dis simplement au candidat Alassane Ouattara. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs candidats, puisque chacun de... Je parle de son bilan. Je parle de son bilan. C'est ce qui est important. Et là, il y a quelqu'un qui a un bilan. Je lui dis simplement, s'il arrêtait de venir se faire soigner en France, il aurait compris qu'il y a des nécessités en Côte d'Ivoire. Voilà. Lorsqu'on fait confiance à un système de santé, lorsqu'on fait confiance à des médecins, sachant qu'on a des valeureux médecins, des pharmaciens de renom, et que chaque fois un monsieur prend l'avion présidentiel pour venir se soigner en France, c'est qu'il sait très bien qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Est-ce que la santé en Côte d'Ivoire est le problème des riches? Est-ce que les autres ont le droit de mourir sans qu'on trouve des solutions pour eux? Mais pour vous interpeller, oui. On a connu aussi un président qui partait se faire soigner une rage de dents au Maroc. Je l'ai interpellé. Est-ce à dire qu'au niveau de la fonction présidentielle, ils ne font pas confiance aux médecins ivoiriens de sorte qu'ils puissent aller au système de santé de Côte d'Ivoire pour aller se faire soigner ailleurs? Est-ce à dire que est-ce que ça incombe seulement au bilan du président Ouattara, candidat à sa propre succession, ou ça incombe à l'ensemble des candidats qui veulent briguer à la magistrature suprême? Le message, il est très simple. Et je suis en train de dire, tant qu'on fera ce genre de débat, sans être dans l'objectivité, on aura un certain nombre de problèmes. Il faut être dans l'objectivité. Des problèmes de corruption, de justice, de santé, je vous ai dit, c'est des problèmes qui dépassent les clivages, qui dépassent aussi les partis politiques qui se sont succédés. Je suis simplement en train de dire à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine aussi, que nos hommes politiques, ils ont d'autres chats à fouetter, ils préfèrent venir se requinquer, se redonner la santé, se refaire une santé en Europe, que de s'occuper des problèmes des pauvres. C'est en cela que, lorsque ceux-ci promettent des choses, depuis tout à l'heure, ils nous parlent de la gestion du pays qui n'est pas une question de baguette magique. Lorsqu'on s'érige en homme providentiel, lorsqu'on fait comprendre que tout ce qui a été du désordre et qu'on est venu, on va faire table rase et qu'on a des solutions miraculeuses à proposer, il faudrait l'accomplir. Donc 5 ans d'échec. D'accord. Monsieur Robé, est-ce que vous partagez justement l'analyse de mes deux interlocuteurs ici? Ou monsieur Gay, vous voulez réagir par rapport à... Je voulais juste réagir. Allez-y. Vous savez, quand on donne des éléments, généralement c'est pour un pays. Puisque si ça vous amuse, si vous aimez être comme à l'école pour qu'on dise, voilà, tel hôpital a été construit à temps, mais... C'est important, c'est les chiffres. C'est important. C'est important. Dites-nous. Dites-le alors. Dites-nous, il n'y a que ça d'important. Bon, il y a l'hôpital général qui a été construit à Angré. Angré, je l'ai dit déjà, Angré. Okay. Oui. Il y a l'hôpital de Saint-Joseph. Oui, c'est où encore? Il y a à Moscati, à Yamoussoukro, il y a l'hôpital général de Gagnoua qui a été créé. Il y a l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Et dans ton village, Attendez, de Bodo-Tchassalé, il y a un centre de télémétrie qui a été fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Yopougon. Il y a un laboratoire de haut niveau. Donc il y a des hôpitaux qui ont été créés. À Boaké. Bon, je ne vais pas m'amuser à vous dire les vices, non. Non, ce n'est pas un jeu. Justement, parce que dans ce débat, le fait de citer des endroits qui sont sortis de l'ornière, est-ce que c'est un jeu? Non, ce que je voulais dire, c'est que la population le voit.
Il dit population simplement voit que ces constructions, là, on a l'impression que c'est limite, il va s'économiser les efforts de dire aux Ivoiriens. Non, non. Dans un débat comme ça, on dit dans un tout petit village de 1000 habitants, voilà ce qu'on a fait comme dispensaire. Voilà ce qu'on a fait. Il faut comptabiliser. On a besoin de savoir combien de dispensaires et de centres de santé. Combien de centres de santé ont été créés sous Ouattara de sorte que les Ivoiriens puissent savoir de façon globale. Afin d'apporter la réplique à M. Modeste Zan qui estime que les campagnes de vaccination, les campagnes de mobilisation sur les MST. Parlez-nous de... Oui, c'est tout ça. M. Gueye, allez-y. Mais écoutez... Le nombre de centres de santé, si vous avez les données. Alors, je n'ai pas les chiffres sous mes yeux. Bon, on reviendra vers vous. Monsieur Robé, justement, quel bilan tirez-vous de la politique en matière de santé du candidat Ouattara? Moi, j'observe à les écouter, effectivement, chacun dans sa position. Lui qui trouve que tout ce qui a été bon, tout ce qui a été fait est bon. Mon cher ami panafricaniste qui critique, qui est dans son rôle de critique. Alors, vous savez que une politique de santé, logiquement, tout à l'heure, il en avait parlé, c'est que il faut voir deux choses. L'accessibilité géographique, qui est liée à l'offre globale de soins. L'offre globale de soins, c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est-à-dire que les bâtiments. Il y a le personnel soignant. Il y a le plateau technique. Et puis de l'autre côté, il y a, comment dirais-je, l'accessibilité financière. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est bien beau de construire des hôpitaux, des centres de santé, mais il faut que les gens et les populations aient les moyens d'aller se soigner dans ces centres de santé-là. Parce que si l'accès aux soins est très coûteux, évidemment, cette population, vous pouvez avoir dans un village ou dans un quartier un hôpital de première génération, enfin de dernière génération, mais les gens, s'ils n'ont pas les moyens de payer la consultation, ils vont passer juste à côté, ils vont crever. Donc, ce sont les deux aspects. Je remarque que M. Ouattara, sur ce plan-là, je ne dirais pas qu'il est en difficulté, mais c'est parce que, bon, il a beaucoup promis. Et donc, quand on promet, évidemment, la population, il avait donné l'impression qu'il pouvait régler tous ces problèmes d'un coup de bâton magique. Ben, évidemment, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, personnellement, je milite pour une bonne politique de la santé, mais je suis assez lucide. Je sais que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. On ne peut pas tout régler, on ne peut pas tout faire en même temps. Je vais faire remarquer que M. Laurent Gbagbo, qui est socialiste, il a fait 10 ans au pouvoir. On pourra utiliser le prétexte de la guerre, mais il a maintenu le recouvrement de coûts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sous Laurent Gbagbo, il n'a même pas pu permettre à la femme ivoirienne qui est enceinte de bénéficier d'une possible césarienne. Pourtant, ça se faisait au Niger. Voyez-vous? Mais, face à certaines difficultés, on essaie de hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il avait en face une situation de guerre à résoudre. Il a sans doute estimé que, n'ayant pas suffisamment de moyens, il ne pouvait pas supprimer le recouvrement des coûts. Et donc, il y avait en fait pour lui peut-être des choix. Voilà. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que sur ce bilan de la politique de la santé, il faut voir deux aspects aussi. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la forme. Parce que sur la forme, je peux dire que ce bilan est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la gratuité des soins. La gratuité totale des soins. Il y a eu la gratuité ciblée. Il y a la CMU. Ça veut dire quoi? Ce sont des institutions, c'est des politiques qui ont vocation à durer. Donc, sur la forme, il y a des choses qui ont été faites. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. M. Ouattara était au FMI. De par son poste, sa position, il était considéré comme antisocial. Parce que M. Ouattara, c'est la fin de la gratuité des soins. Parce que M. Ouattara, il ne faut pas oublier qu'il a été nommé directeur Afrique du FMI en 1984, je crois, pour faire appliquer les programmes d'ajustement structurel. Et lesquels programmes d'ajustement structurel?
et on supprimait la gratuité des soins, on réduit les subventions dans l'éducation nationale. Et donc, en réintroduisant la gratuité des soins durant son premier mandat, pour vous, c'était... Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on vient de très loin. C'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir, on avait des préjugés négatifs. On se disait que ce monsieur, on va encore connaître les mêmes difficultés. Mais quand il est venu, alors que c'est lui qui a supprimé la gratuité des soins, il est venu, il a pris tout le monde à contribuer, il a instauré la gratuité des soins. Ça, c'est un. Donc, sur la forme, pour moi, c'est une surprise agréable. Voyez-vous, il a supprimé, enfin pas supprimé, ça n'a pas marché la gratuité des soins, il a instauré, aujourd'hui nous sommes dans le processus de mise en œuvre de la CMU. Donc, sur la forme, c'est positif. Mais en réalité, sur le fond, oui, c'est négatif. Parce que, quelle est l'utilité sociale de ce qui a été fait? Vous prenez lui-même déjà, il a lui-même dit que la gratuité totale des soins est un échec. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est lui qui est l'initiateur de cette politique. Il a dit que c'est un échec. Donc ça, pour moi, c'est suffisant pour penser que c'est un échec. La gratuité ciblée, vous pouvez demander à n'importe quel Ivoirien sur l'utilité sociale de cette politique, et il vous dira que malgré cette politique, lui n'arrive pas à avoir accès aux soins. Donc, pour moi, c'est un échec. Dans le fond, c'est un échec. La CMU, il ne faut pas oublier que la CMU, elle devait être mise en œuvre début 2013. Ça a été reporté. Début 2014, ça a été reporté. Début 2015, ça a été reporté. M. Ouattara, quand il allait faire son enrôlement, il a promis que la CMU serait mise en œuvre, enfin, les prestations en nature allaient avoir lieu en septembre 2000, juste un mois avant les élections. En septembre, là nous sommes en octobre, il n'y a pas eu de prestations. On nous parle de début 2016. C'est encore un report. Pour moi, c'est un échec. Parce que quand vous êtes candidat à une élection, que vous proposez quelque chose, ça peut le réaliser durant le mandat. Ce n'est pas pendant 2 mandats. D'accord. Est-ce que lui, en proposant justement la couverture maladie universelle, et n'ayant pas pu faire cela, et qu'il recherche un second mandat, est-ce que on ne peut pas dire qu'il bénéficie de certaines circonstances atténuantes? Oui, on peut le dire, on peut penser que... Vous savez, bon, peut-être que... Surtout en termes de santé, quand il est arrivé, il a vu l'immensité, on a vu que c'était difficile pour lui de faire tout en 5 ans, donc il a préféré mettre les bases, et puis peut-être dans un... Mais en le faisant, qu'est-ce qui prouve qu'il va faire avoir un deuxième mandat? D'accord. On peut l'avoir aussi. Si je veux vous demander simplement, aujourd'hui, se faire soigner en Côte d'Ivoire, c'est un casse-tête chinois ou pas? Ah oui, il est évident que se faire soigner en Côte d'Ivoire n'est pas facile, c'est pas chose aisée, dans la mesure où il faut... On meurt encore de paludisme en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est l'apanage du candidat président qui est là? Puisque tout à l'heure, pour reprendre un peu le mot de Modeste Zan, cela n'est pas inhérent à une personne, mais c'est tout un système. Est-ce que le système de santé en Côte d'Ivoire, tel qu'il a été élaboré depuis des lustres, est-ce que c'est la faute à quelqu'un qui vient juste pour le temps d'exercer peut-être oui, mais quand vous promettez au cours d'une campagne que vous allez changer les choses, évidemment, quand on fait le bilan, c'est vous qu'on accuse. C'est pas... Le système, c'est quoi? C'est l'homme qui le met en place. C'est-à-dire que lui, il arrive, il peut changer le système. Il a promis de le changer, mais ça n'a pas changé. Donc, c'est normal qu'on le critique. Moi, je suis assez lucide. Je me dis qu'il y a des difficultés. Je suis très remonté. Je suis très acerbe dans mes critiques, mais je suis aussi lucide. Je me dis que, vu l'immensité de la situation, enfin de la tâche, des difficultés, on ne pouvait pas faire tout ça. Et donc, je peux lui accorder le bénéfice... ce bénéfice-là, ce crédit. Mais je me dis que c'est lui-même, M. Ouattara, qui a sans doute voulu cela parce qu'il a promis beaucoup de choses. C'est comme ici en France où M. Hollande a promis beaucoup de choses et il ne peut pas le faire. Bon, on était en période de campagne, mais il est évident que c'est en pleine gratuité de soins qu'on a connu le cas d'Aba Fadiga, la jeune fille qui est décédée. Et même, c'est encore surprenant parce que dans le budget de 2013, il était prévu la rénovation des urgences de CHU.
à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est quand la jeune fille, Awa Fadiga, a décidé qu'on s'est rendu compte que la rénovation des urgences, le plateau technique n'a pas été rénové. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup d'affichage. On dit des choses, il y a beaucoup de communication. Bon, ça, tout le monde le fait. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de communication et dans la réalité, il y a pas, les choses ne sont pas faites. D'accord. Les choses ne sont pas faites. Guy, oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce que M. Robert Donatien vient de dire? Les choses ne sont pas faites. Beaucoup de com de la part des candidats, notamment le président candidat Alassane Ouattara, mais que dans les faits, vous savez, on reste sur notre fin. Mais vous savez, quand on est à la tête d'une équipe, on a beau avoir les bonnes idées et de bonnes intentions, mais si en bas, il n'y a pas une continuité, on va à l'échec. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur le Président Alassane Ouattara, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il va le faire. Il le fera, et même, il a déjà réalisé plus de la moitié. Mais ce n'est pas en 5 ans qu'on peut réaliser, on voit ici même dans les pays occidentaux, ils promettent, mais ils ont besoin de plus de temps pour aller jusqu'à la fin de ce qu'ils ont promis. Mais pourquoi jeter la pierre au président pour dire non, 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 vous avez promis 5 ans pile poil, vous devez tout réaliser? Non, c'est pas possible. Il faut être réaliste à un moment. D'accord. Il faut être réaliste. Et tout à l'heure, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de la société, il a été question de passe-droit, de corruption et autres. Est-ce que tous ces éléments, tous ces phénomènes que nous retrouvons dans notre société ivoirienne par rapport à ces élections présidentielles-là, est-ce à dire qu'aujourd'hui, la société ivoirienne est gangrénée de part en part? Puisqu'il faut, pour certains, même quand on a parlé de gratuité des soins, il a été dit qu'à des endroits, on a refusé l'accès à la gratuité à certaines personnes et elles en sont mortes. Donc, ça voudrait dire que le problème, il est global, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce à dire que la société ivoirienne est complètement malade? Vous savez, bon, ça c'est une évidence, il y a la corruption partout, ça on ne peut pas le nier. On a vu le cas de la gratuité des soins où il y a des médecins qui revendaient des médicaments, mais bon, ça... Mais ça, c'est pas la faute à un président. Non, mais bien sûr, ça c'est un problème global. C'est un problème global, c'est-à-dire qu'il faut que... Parce que sous d'autres cieux, ceux qui ont précédé, le président Ouattara, il y a eu aussi des scandales à leur niveau. On peut laisser d'abord M. Robert finir et on reviendra à vous. Je suis bien d'accord avec vous pour dire que moi je dis que c'est une problématique globale. C'est-à-dire que ça, il y a longtemps que ça existe, c'est pas seulement avec M. Ouattara qu'on connaît tous ces problèmes-là. Ça existe, mais vous savez, c'est lui qui est là. Et donc, quand on doit critiquer, c'est lui qu'on critique. Parce que il est là, il a la possibilité de changer le système. De prendre des mesures. De prendre des mesures pour le faire. Je vous prends juste un exemple pour dire qu'on peut faire certaines choses. Du temps de Laurent Gbagbo, à l'aéroport d'Abidjan, quand vous alliez pour avoir un caddie, c'était impossible parce qu'il y avait du monde, tout le monde entrait là où on prenait les bagages. Mais avec M. Ouattara, et c'est un aspect positif. Quand vous allez, il n'y a plus personne, les caddies sont rangés. Moi, j'ai relevé cela. Si on a pu faire ça, c'est qu'on peut le faire ailleurs. On peut le faire ailleurs. C'est possible. Mais dans le domaine de la santé, il ne faut pas oublier une chose. Quand j'ai parlé du personnel soignant, c'est que les médecins sont mal payés. C'est-à-dire que le médecin, le même travail qu'il fait dans un CHU, il va le faire dans une clinique. Dans une clinique, il gagne 2 fois plus. C'est un problème de société. Voilà. Mais ça peut se résoudre. C'est-à-dire qu'il y a aussi le système de santé, ce qu'il faut... J'ai discuté avec des médecins, il peut avoir cette rémunération, comme on appelle, cette motivation en rémunérant les médecins par rapport à leur investissement. Vous savez, tout est possible et à lui, justement, de prendre les bonnes décisions pour avoir des résultats probants. D'accord. Monsieur Zan, vous vouliez intervenir? Justement, je voulais intervenir un peu sur la question. Tous les problèmes que nous sommes en train d'aborder depuis tout à l'heure, oui, ce sont des problèmes en fait qui vont s'entrepénétrer, voilà. Mais ce qui est important, et moi comme je dis, lorsque
lorsque je le dis, certains ne comprennent pas la portée. On a fait la guerre. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, il y a un certain nombre de structures étatiques qui n'ont pas bien fonctionné. Lorsque on prend le pouvoir dans des conditions telles qu'on l'a connues, forcément, on n'a pas droit au sommeil. Forcément, on doit prendre des mesures. Mais quand je dis on n'a pas droit au sommeil, il suffit de voir les pays européens. Les Africains, les présidents africains sont les seuls présidents qui, après leur mandat, paraissent toujours jeunes. Vous prenez les présidents européens, entre le début de leur mandat et la fin de leur mandat, soit ils ont les cheveux blancs, soit ils sont quand même fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils pensent à la population. Ils travaillent pendant que toute la lourdeur, toutes les souffrances de la population, c'est eux qui le prennent. Parlons de la corruption. OK? Voilà. Si, à un moment donné, un dirigeant, un président ne donne pas les consignes strictes, ne met pas en place un certain nombre de réseaux de lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, là, on ne va pas se voiler la face en disant, oui, c'est certes un problème qui vient de loin, mais qui est là à présent? C'est Ouattara qui est là. Le problème du caddie qu'il a dit à l'aéroport, on voit quand même des avancées. Il y a des endroits où désormais, quand tu as droit à quelque chose, tu l'as. Donc il y a un certain nombre d'avancées sous le pouvoir Ouattara, mais il peut aller plus loin. Et lorsqu'il dit, on a beau avoir les idées, quand ceux qui sont derrière suivent, je dis c'est faux aussi. Parce que quand on est quelque part, on prend aussi des gens qui partagent les mêmes convictions que nous, qui sont en mesure de comprendre la portée de la tâche que le peuple vous a donnée. Et je dis en matière de santé, Oui. et moi ce qui m'importe, c'est la santé rurale. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il faudrait que l'Ivoirien, sinon même les Africains, comprennent que le tout n'est pas ce qui se passe à Lomé, à Lagos, le tout n'est pas ce qui se passe à Abidjan, c'est pas dans les capitales. Il y a des gens qui souffrent, qui sont vraiment dans les villages. Vous allez au village, il y a des gens qui souffrent des douleurs de furoncle, qui ont des panaries, qui sont même pas en mesure de se soulager. J'ai dit aux Ivoiriens, le jour où j'ai vu le Premier ministre Kablan Denkan revenir, j'ai dit que simplement c'était un retour en arrière. Beaucoup, je viens. Finissez, Voilà. Beaucoup ont crié. Mais Kablan Denkan, c'est quoi? C'est le premier ministre de Bédié. Bédié, au point de vue santé, on a vu Dukaoué qui a fait le détournement des 19 milliards et tout, au temps où il fallait simplement ingurgiter une goutte par rapport aux enfants qui avaient la polio. Donc, pour moi, le pouvoir Ouattara et tous ces systèmes, c'est un vieux système que nous n'en voulons plus. Il faut passer à autre chose. Et lui qui nous dit depuis tout à l'heure, oui, on a l'impression qu'il faut changer les choses. L'Afrique est dans un état où nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre 50 ans. On est dans du pragmatisme. On veut au moins que les mesures soient prises. Il faut aller vite. D'accord, ok. Olivier Guéhi. Oui. Vous êtes parce que c'est vous appelez Olivier. Oui, oui. Voilà, donc allez-y. En fait, ce que je voulais dire, en fait, tout ça tourne à mon sens de l'éducation. Il faut éduquer le peuple. Et le pouvoir en place est en train de faire cela. Mettre des mesures en place pour éduquer le peuple. J'ai un exemple à vous donner, tellement simple. J'étais en Côte d'Ivoire, il y a un enfant qui s'est fait brûler. Et là, je vois son père qui dit non, il faut lui, excusez-moi mon expression, il faut lui faire pipi dessus, ça va désinfecter. Mais vous pensez que cette personne-là, on lui a parlé de dire qu'en faisant pipi encore, tu augmentes encore le risque? Non, il ne sait pas. Mais il faut l'éducation. Et tant qu'on n'aura pas un peuple éduqué, on aura toujours des problèmes. Et tout à l'heure, quand je parlais de corruption, c'est ça. La corruption, je vais vous prendre un exemple pour nos joueurs de foot. Le président, il a payé leur argent, mais le temps que ça descend, les joueurs n'ont rien vu. Mais il y a eu des mesures qui ont été prises. Tout ça, c'est en train d'être fait. Moi, ce que je veux faire comprendre tout simplement, c'est vrai, nous sommes dans un pays, on est en plein développement. Il ne faudrait pas que nous regardions les pays occidentaux pour dire, ah ben non, nous, en un laps de temps, on veut devenir comme eux. Ce n'est pas possible. Il faut des étapes. Il faut respecter ces étapes-là, vous voyez. Et là, on viendra à ce qu'on veut. C'est comme la Révolution française. Aujourd'hui, on dit, oui, la France est bien gouvernée, mais ils sont passés par où? Ils étaient comme nous. Mais, simplement, eux, ils ont respecté ces étapes-là. Et aujourd'hui, ils prospèrent. La démocratie, non, la démocratie, on ne l'a pas comme ça, vous voyez. Moi, ce que je tiens à dire aux uns et aux autres, on a un gouvernement qui met en place des structures. Il faut
laisser le temps à ce gouvernement-là de mettre en place toutes ces structures au niveau de la santé, la formation, de l'éducation. Et j'insiste bien là-dessus, l'éducation, parce que si on n'est pas éduqué, on n'avance pas, parce qu'on reste braqué. D'accord, on reste braqué là-dessus. Il est de notoriété publique que de plus en plus, au niveau de la jeunesse ivoirienne, c'est des pratiques douteuses, notamment la cybercriminalité, notamment des phénomènes de microbes, puisqu'on parle justement de cette jeunesse ivoirienne-là. Selon vous, quelles sont les mesures qu'il faut apporter pour résoudre ces problèmes de jeunes, des problèmes d'insécurité dont je viens de faire cas? Disons, c'est des fléaux hein, de la société. Moi, sans être spécialiste de la question, je me dis que il faut réfléchir. Il y a quand même des spécialistes dans ce domaine-là qui vont mais c'est lié aussi à la très grande pauvreté. Et au contexte dans lequel nous nous trouvons. Voilà, les populations sont tellement pauvres et que les jeunes n'ont pas de perspective d'avenir. Donc, ils se disent que c'est ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Donc, comme je l'ai dit, pour la santé, une problématique globale. Il faut réfléchir. Le problème en Afrique, c'est qu'on ne donne pas la place qu'il faut à la réflexion. C'est important, la réflexion. On a des criminologues qui peuvent réfléchir à tout cela, proposer des solutions politiques. Vous savez que quand vous êtes un homme politique, vous êtes dans l'action. Et généralement, vous vous inspirez de ce que les gens proposent, ce que la société civile propose. Prenez l'exemple de l'Institut Montaigne. Moi, j'ai un moment travaillé avec eux. Mais vous voyez, ils sont proches de la droite. Mais tout ce qui se fait par les gouvernants de droite vient de l'Institut Montaigne. Parce qu'ils réfléchissent, ils ont des groupes de travail. Et on ne le fait pas. Tous ceux qui devaient réfléchir en Côte d'Ivoire, par exemple, font de la politique. On ne peut pas réfléchir et être dans l'action. C'est difficile. L'autre aspect, je reviens sur ce qu'il a dit, c'est que, vous savez, il faut changer les choses, mais tout est une question de mentalité. On n'échange pas, et je suis conscient, moi je suis assez critique vis-à-vis du gouvernement Ouattara sur les questions sociales, sur les questions de santé, mais je suis assez responsable dans mes critiques. Je sais très bien qu'on ne change pas de mentalité en 5 ans. Ce n'est pas possible. C'est un processus qui se met en place. Donc le fait qu'il demande encore un second mandat. Oui, ça c'est politique. Mais je savais très bien que, avant qu'il n'arrive au pouvoir, je savais très bien que tout ce qu'il dit, il ne peut pas le faire en 5 ans. Mais ce qui est important pour moi, c'est de poser les jalons. Il y a des choses qui ont été faites. S'il est réélu, s'il n'a pas été réélu, ça, il ne va pas faire. On va le critiquer. S'il a été réélu, on va le juger à la fin, en 2020. On va le juger pour savoir réellement est-ce qu'en 10 ans, il a pu faire certaines choses. Voilà. Donc, c'est vrai, il faut être indulgent, en griffe, et espérer que s'il est réélu, il puisse faire quelque chose. S'il n'est pas réélu, je souhaite que celui qui va prendre sa place continue. Faire appel, par exemple, aux compétences de la diaspora dont vous faites partie, par exemple, est-ce une solution à l'amélioration des choses en Côte d'Ivoire? Oui. Bon, puisqu'on sait que la jeunesse ivoirienne de France, enfin là où elle se trouve, elle a les compétences pour agir justement. Oui, la jeunesse, les Ivoiriens de la diaspora ont certainement des compétences, comme les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ont aussi des compétences. Et encore, ils sont sur le terrain, ils ont des réalités qu'ils connaissent mieux. Bon, nous qui sommes ici, on a en griffe une certaine ouverture. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe dans les autres pays, mais on doit l'adapter au contexte. Donc, être de la diaspora n'est pas forcément un avantage. J'estime que ceux qui sont au pouvoir verront celui qui peut apporter quelque chose de façon concrète. Ils vont peut-être lui faire appel. Mais je ne pense pas que forcément la diaspora doit... Il y a des gens qui sont compétents en Côte d'Ivoire. On peut travailler avec eux. C'est possible. On peut aussi chercher à profiter de l'expérience de la diaspora. Ce sont les autorités politiques qui décideront. D'accord. Je vais justement laisser le soin à Modeste Zan de dire certainement peut-être sa parole, son mot de la fin. Sur les 4 thématiques, les 4 sous-thèmes dont on a parlé durant ces 2 émissions, à savoir emploi, éducation, santé et société. Ouais. Résumez cela en 1 minute, s'il vous plaît. En 1 minute. Ce que vous allez demander face caméra à tous ceux-là même qui aspirent justement à diriger la Côte d'Ivoire
d'ici quelques semaines? Bah, simplement dire à tous ceux qui ont pour intention de diriger la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui se présentent aux Ivoiriens avec des projets divers, simplement attirer leur attention sur la lucidité de la société dans laquelle ils sont. Et tout à l'heure, on a parlé un peu d'adaptation. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, on fait un certain nombre de comparatifs, sinon de projets qui sont faits à l'extérieur. L'important, vous aurez remarqué, par exemple, à tous ces candidats-là, je dis, que même le thème émergence, aucun pays à l'heure actuelle au monde n'est émergent tout en reniant sa culture. Vous prenez l'Inde, vous prenez le Brésil, vous prenez tous les pays émergents, ce sont les pays qui ont pris acte de ce qu'ils ont comme valeur culturelle, qui ont pris acte de ce qu'ils ont comme richesse culturelle et qui ont conjugué tous ces facteurs-là avec le modernisme. Et dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on constate simplement qu'à tout moment, l'Ivoirien se dilue dans le modernisme. On a des valeurs que nous sommes en train de perdre. Et moi, en tant que médiateur social en France, lorsque je vois cet individualisme, lorsque je vois cette façon qu'a la société française de se murer et que je compare au pays d'origine dont je viens, donc la Côte d'Ivoire, et que je vois toutes ces richesses de fraternité, d'union entre les ethnies, on va dire de coopération entre les groupes ethniques, d'alliance, ça ce sont des valeurs qui doivent construire notre société. Et donc, chaque fois qu'on parlera de développement pur, de développement simple, de développement structurel, sans prendre en compte l'aspect social, sans prendre en compte le fait que les Ivoiriens, pour avoir un développement réel, doivent se donner la main et que tout développement passe par le social, on se plantera toujours. D'accord, merci. Olivier Gueye-Sebo. Oui. En fait, moi ce que je voudrais dire, c'est simple. Vous savez, nous avons un président, M. Alassane Ouattara, qui a demandé pendant les premières élections de lui faire confiance. Et il nous a amené son projet d'évolution pour la Côte d'Ivoire. Et tout Ivoirien qui part aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il ne peut pas nier que le pays n'est pas en train d'être développé. Il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui refuse de voir la réalité. Le président Alassane Ouattara demande encore qu'on lui réitère notre confiance pour, si le temps lui permet, de finir ce qu'il veut mettre en place. La politique, comme je le dis toujours, est une continuité. Quand le président est venu au pouvoir, il a continué des travaux de l'ancien président et il a mis d'autres travaux en place. Tout ce que je demanderais en fait au peuple ivoirien, c'est de comprendre que ce n'est pas en un jour qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Vous voyez? Donc moi je vous dirais tout simplement, le jour des élections, allez voter massivement, donnez votre confiance au président et vous verrez les choses qu'il fera. Et pour ça aussi, je dirais aussi que mes frères et sœurs, ils doivent avoir confiance, d'arrêter d'être pessimistes. Parce que dans la vie, quand on est pessimiste, on n'évolue pas. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci beaucoup Olivier Gueye-Sebo. Monsieur Donatien Robé, au terme de ces deux débats, pour ne pas dire ce débat composé en 4 sous-thèmes, que pouvez-vous retenir sur l'ensemble de ce qu'on a pu dire? Et votre proposition par rapport aux candidats aussi? En fait, disons que c'est déjà, je vous remercie de favoriser ce genre d'échange. Ça nous permet ça permet aux Ivoiriens de la diaspora de s'exprimer. C'est une tribune qui est assez importante et pour cela je voulais vous dire merci. Maintenant, je suis la campagne présidentielle, de l'élection présidentielle, je reste un peu sur ma faim parce que
il n'y a pas de propositions concrètes, hein. Tout est politique, on n'arrive pas réellement à avoir des propositions sur des projets, sur les problématiques de la société, sur ce qui devrait permettre aux Ivoiriens de sortir des difficultés. Malheureusement, on met l'accent sur la communication, sur la politique. C'est cela, peut-être l'Afrique, c'est comme ça, et peut-être il faut faire la politique en Afrique. Désolé si c'est comme ça, mais bon, voilà. Tout ce que moi je souhaite, c'est qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas un capital humain assez important, si ce pays-là ne peut pas compter sur des individus en bonne santé pour pouvoir aller jusqu'au bout du développement. Vous savez que même le rhume que vous avez peut vous permettre, va vous éviter d'avoir un rendement meilleur au travail. Un seul rhume, un simple rhume. Voyez-vous, imaginez une maladie. On a une espérance de vie en Côte d'Ivoire qui tourne autour de 45 ans. C'est-à-dire que 45 ans, c'est l'âge de la maturité. Quand vous finissez vos études et que vous travaillez, à 45 ans, vous commencez à avoir la maturité, l'expérience nécessaire que vous allez transmettre à ceux qui viennent. Mais si à cet âge-là, vous devez mourir, qu'est-ce que vous faites? C'est malheureux. Et je dirais aussi à ceux qui, parce qu'ils ont les moyens en ce moment, quand on parle de l'assurance maladie sociale, qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils ont les moyens, je dis qu'ils se trompent parce que, quels que soient les moyens, si vous tombez malade et que cette maladie est coûteuse du point de vue des dépenses, bien sûr, et qu'elle se prolonge, vous allez, épuiser vos économies, et après vous mourrez, vous laissez des dettes à vos enfants, ou vous ne laissez plus rien à vos enfants parce que vous n'avez plus rien. C'est là le sens d'une assurance maladie. C'est-à-dire qu'elle protège vos économies. Parce que quand vous êtes malade, vous n'utilisez pas vos économies pour vous soigner. Il y a ce qu'on appelle la mutualisation des ressources qui permet, c'est-à-dire que quand lui il est malade, tout ce qu'on a mis ensemble lui permet de se soigner. Et donc lui, il peut garder ses économies pour ses enfants, pour se faire plaisir. C'est important donc de réfléchir à ce système-là, de réfléchir à un système de mutualisation des ressources financières pour qu'on puisse permettre aux Ivoiriens un véritable accès aux soins. D'accord. En tout cas, je vous remercie. Merci, chers invités. Merci pour votre participation. Et je voudrais juste dire que, au terme de ce débat, où nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de santé, nous allons parler de société, nous allons parler d'emploi, celle qui sortira vainqueur ou gagnante, c'est la Côte d'Ivoire. Les candidats ont intérêt à prendre en compte la problématique de la jeunesse parce qu'elle est le fer de lance d'une nation, car 65% d'Ivoiriens sont jeunes. La balle est dans le camp des politiques et nous osons espérer qu'à travers ce débat, nous avons apporté notre modeste pierre à la constitution, à la contribution de ce pays. C'était Boni Félix Niangouran pour Politique sur Def News. À très bientôt. Au revoir.